De ces résultats du second tour de la présidentielle avec nos éditorialistes politiques. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Info et Public Sénat. David Revaud-Dallon, bonjour et bienvenue. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Emmanuel Macron a donc été reconduit hier avec 58,5% des suffrages exprimés. Il est le premier président à être réélu hors période de cohabitation depuis le général de Gaulle. Est-ce une victoire large et historique ou y voyez-vous tous les deux un goût d'inachevé? Laetitia Krupa. J'y vois une victoire franche, nette, mais qui a quand même entretenu une très grande humilité hier soir, c'est-à-dire que c'était une fête sans état de liesse populaire. Il n'y avait pas non plus de triomphalisme. Donc c'est vrai que au lendemain de cette victoire, l'impression est assez partagée, c'est-à-dire que factuellement c'est une victoire, c'est la première fois qu'un président est réélu hors période de cohabitation sous la Ve République, mais vu le climat de tension qui est décrit encore une fois par tous les observateurs et instrumentalisé par l'opposition, car hier il n'avait que ce mot-là à la bouche, la colère sociale, la rue qui va finalement finir par exploser, que l'exécutif a le succès modeste. Victoire en demi-teinte, David ? Je suis assez d'accord. Succès, ça a été dit, relativement large. Mais tout de suite sur l'analyse de cette avance ou de cet écart, un petit bémol, puisque l'extrême droite ne cesse de progresser. Ça a été dit, Marine Le Pen gagne plus de 2 millions de voix par rapport à 2017, et alors qu'elle ne rassemblait qu'un tiers des suffrages il y a 5 ans, aujourd'hui c'est 2/5. Donc on voit ce qu'elle a dit hier, Marine Le Pen, est exact. Nos idées ont atteint des sommets. C'est hélas la triste vérité, puisque les propositions de l'extrême droite représentent plus de 40% de l'électorat de deuxième tour. Sur le procès en légitimité, ou en illégitimité plutôt, il était évident, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre. D'ailleurs, c'était déjà préparé. Même Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État, avait dit pendant la campagne que si Macron ne faisait pas assez campagne, eh bien son résultat serait entaché. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui explique que c'est le président le plus mal élu de la Ve République, le dise, c'est de bonne guerre politique. D'abord, c'est faux, parce que en réalité, il est plutôt bien élu quand on regarde les chiffres et quand on le compare aux prédécesseurs. Et deux, il est élu incontestablement, on le disait, avec une bonne avance selon les règles de la Ve République. Donc il n'y a aucun problème de légitimité. Le problème, c'est plus celui de l'élan, effectivement. Et là, voilà, tout ce qui a été dit est vrai. C'est-à-dire que dans ce résultat assez large, sont portés en germe finalement les ferments des ennuis des prochaines semaines et des prochains mois, à commencer par ces ennuis qui vont se présenter au président dès la campagne des législatives qui s'est ouverte hier soir. Il avait à peine parlé, il n'avait pas encore parlé que déjà Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sortaient pour préempter le leadership de l'opposition. D'ailleurs, ils vont évidemment se le disputer l'un l'autre. Mais voilà, Emmanuel Macron, il est d'entrée pris dans cette tenaille. Laetitia, ces prises de parole, notamment de Jean-Luc Mélenchon, confirment la tripartition de l'espace politique? Encore une fois, il faut, je pense, s'arrêter sur les faits. Oui, dans les faits, il y a une tripartition de l'échiquier politique pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement, voire une disparition du Parti socialiste et des Républicains. Donc factuellement, nous avons une gauche, après il faut la définir, cette gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon, écologiste, radical. Il y a aussi un centre, plutôt centre droit, avec Emmanuel Macron qui va continuer ses débauchages du côté des Républicains. Et puis, bien sûr, ce pôle d'extrême droite avec Éric Zemmour et Marine Le Pen qui n'arrivent pas à s'entendre visiblement pour les législatives. Donc oui, mais rien n'est inscrit dans le marbre, si vous voulez. Personne ne sait si la recomposition politique ne va pas avoir lieu. Est-ce que définitivement les deux grandes forces historiques qui étaient le Parti socialiste et la droite, l'UMP puis les Républicains, sont morts? Je ne sais pas. Je ne sais pas, David, si vous avez la réponse. Est-ce que on peut assister à une renaissance du bipartisme en France, ou est-ce que définitivement nous avons tourné la page? C'est la question des prochaines années.
David, est-ce qu'il peut y avoir un découplage à faire entre les résultats de l'élection présidentielle et ceux à venir des législatives? Non, je crois pas. On se posait la question en 2017 de savoir si le macronisme n'était qu'une parenthèse. On voit qu'en réalité, ce n'est pas une parenthèse. C'était une fracturation durable du système politique français tel que nous connaissions depuis le début de la Ve République, et une fracturation qui se poursuit. Alors moi, je vais faire un pari, Laetitia. Moi, je pense que le Parti socialiste, c'est terminé. Je ne vois pas comment il pourrait renaître de ses cendres. LR a peut-être un peu plus de capacité à résister, mais en réalité, le Parti socialiste a été balayé, moins de 2%, rappelons-le, à la présidentielle. Je ne vois aucune raison pour qu'il subsiste à l'Assemblée nationale. Alors vous aurez peut-être un député ici ou là qui est bien installé dans sa circonscription, qui connaît bien son terrain et qui sera efficace et convaincra ses électeurs. Mais de ce côté-là, je pense que c'est le Parti socialiste, il est en voie de PRGisation, si j'ose dire, en référence au PRG, le Parti radical de gauche. Le Parti radical, c'était une force très importante sous la Troisième République, sous la Quatrième même. Et aujourd'hui, elle a complètement disparu. Il ne subsiste que par des poches territoriales. C'est le destin qui est accordé à ce croix. Si le parti a disparu, David, où sont les électeurs, ceux qui étaient irréconciliables avec le pôle de Jean-Luc Mélenchon? Rappelez-vous, ces gauches irréconciliables. Où sont les électeurs socialistes? Ils sont chez Emmanuel Macron, c'est simple, on le sait. On a les études. Vous faites le calcul. Parti socialiste, allez, partons de l'étiage de Benoît Hamon. Si c'est quelques pourcents, c'est pas beaucoup. Mais si Anne Hidalgo fait moins de 2%, vous pouvez considérer que ceux qui restent sont allés chez Mélenchon, et ceux qui étaient sont déjà partis. Ceux qui étaient là en 2012 sont déjà partis chez Emmanuel Macron. Donc en réalité, je vois pas comment le Parti socialiste aura un groupe le 19 juin prochain. Et puis LR, alors... Bon, je pense que LR est dans un stade de décomposition moins avancé que le Parti socialiste. Parti socialiste, on est au stade de l'enterrement. On peut considérer que LR, c'est la perfusion ou assistance, médicalement assistée, vous me comprenez. C'est-à-dire que LR a encore un groupe un peu plus important, encore un peu plus d'arguments, mais là encore, alors qu'Emmanuel Macron s'était occupé du Parti socialiste la dernière fois, là il va achever de s'occuper de LR, et on voit très bien que Christian Jacob, malgré tous ses efforts, n'arrivera pas à maintenir la maison, et qu'une bonne partie des personnalités de LR conseillés en cela par Nicolas Sarkozy vont filer en Macronie, et que l'autre va se retrouver avec un dilemme, c'est-à-dire soit exister, soit rejoindre le pôle des droites auquel les a exhortés Éric Zemmour hier. Donc je pense que il y a assez peu d'espoir pour LR et surtout pour le Parti socialiste dans la prochaine Assemblée. Hier, 4 Français sur 6 ont voté pour Emmanuel Macron par rejet de l'extrême droite. Est-ce que ça limite, Laetitia, les marges de manœuvre politique du président de la République? Au contraire. Il l'a dit hier, alors c'était bien sûr de la communication politique, il les a reconnus, il les a salués, il les a remerciés, ces Français qui avaient voté pour lui par défaut pour faire barrage à l'extrême droite. Il y a aussi les abstentionnistes, faut pas les oublier, qui sont très nombreux. Donc au contraire... C'est au contraire, normalement, ça devrait être la promesse d'un changement de politique. Ça aussi, Emmanuel Macron. Qui va amender son programme. Écoutez, il me semble qu'on ne peut pas, c'est pas possible à sa place de faire fi au lendemain de cette élection et de sa réélection, de faire fi de toute cette partie de l'électorat. Avec, encore une fois, cette menace qu'on ne cesse de brandir d'un 4e tour social. Ce n'est pas possible. Donc, on attend, je pense que les signaux vont arriver assez vite, j'imagine, avant justement les législatives, pour permettre de consolider une potentielle future majorité. David Roudon, ce n'est pas ce qu'avait choisi comme voie Jacques Chirac en 2002. Jacques Chirac, il s'était un petit peu assis sur sa victoire. Il avait fait les déclarations d'usage et encore le strict minimum le dimanche soir, mais après il n'avait fait qu'à sa tête. Il avait assez peu tenu compte du séisme électoral qui s'était déroulé le 21 avril. Emmanuel Macron, il y a un petit peu plus fait allusion hier. Il a dit quelle était sa formule. Je suis dépositaire, je crois. Ça a été, quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'il votre vote m'oblige. Voilà, votre vote m'oblige. C'était sa formule. C'est-à-dire qu'il prenait en compte à la fois ce score énorme de l'extrême droite au 2e tour, mais aussi l'abstention, mais aussi des votes blancs, mais aussi globalement le processus d'éloignement des urnes des citoyens. Maintenant, au-delà des déclarations, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il n'y a pas énormément de solutions, il n'y a pas énormément de pistes. Il y a à la fois le fait d'introduire un peu plus de démocratie participative, c'est ce qu'il avait fait avec le grand débat, avec la consultation citoyenne, la convention citoyenne sur le climat, mais ça
ça risque d'apparaître un petit peu comme des gadgets ou des artifices de communication. Et puis, deuxième chose, il y a le fait qu'il a évoqué lors de son discours du soir du premier tour, d'ouvrir un petit peu le débat politique à l'ensemble des formations représentées au Parlement, de créer une sorte de commission transpartisane. Ça serait aussi une initiative. Mais ça paraît compliqué au moment où précisément le but est de lancer la campagne des législatives, puisque là, il y a un vrai enjeu. Certes, les Français, les électeurs ont toujours donné une majorité au président qu'ils ont élu, mais là on a quand même des circonstances un petit peu particulières et puis surtout on a une énorme tenaille, on le disait tout à l'heure, de Jean-Luc Mélenchon qui lui est en campagne pour Matignon, il l'a répété hier, et Marine Le Pen qui est en campagne pour le leadership de l'opposition. Donc oui, le scrutin majoritaire influence le président et devrait lui fournir une majorité, mais quelle majorité ? Et surtout, quelle composition ? Parce qu'on voit que, on le sait, dès qu'un président est réélu, le soir même commence la guerre de succession. Et évidemment, dans les jours et les semaines qui viennent, on va la chroniquer parce que cette campagne des législatives, cette campagne macroniste pour fournir une nouvelle majorité au président, elle va aussi être une guérilla et une guerre de succession du président Macron lui-même. Et on y reviendra après la pause. Une dernière question avant cette pub. Laetitia, vous avez relevé tout à l'heure l'absence de triomphalisme de la majorité présidentielle et le discours assez modeste, ou en tout cas assez minimaliste d'Emmanuel Macron. On va écouter un extrait de ce discours du président de la République. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Ce changement d'air, ça passe aussi par un changement de style, Laetitia ? C'est obligatoire, comme je vous le disais. Après, ce sont des mots. C'est vrai que cette méthode refondée, cette invention collective, c'est un peu le vocabulaire macronien, je sais pas comment on dit. Il va falloir qu'ils le mettent en acte, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le comprenne par quoi cela passe. C'est-à-dire que déjà, dans ces nominations, le Premier ministre sera-t-il une première ministre de gauche ? Rien n'est moins sûr. Ça va être compliqué, mais ça va être très symbolique aussi, les personnes dont il va s'entourer. Encore une fois, il me semble que cette jambe gauche, il n'a cessé de dire qu'elle existait. Il va falloir maintenant qu'il prouve. David ? C'est vrai que se réinventer, inventer une nouvelle méthode, une nouvelle ère, ça va être compliqué parce qu'Emmanuel Macron, on a vu qu'il sortait d'un quinquennat où il avait même eu du mal à se réinventer dans cette campagne. Il est rentré très tard, il a manqué un petit peu de créativité, on peut le dire. Donc je suis curieux de voir ce qui va dégainer justement en termes de nouvelle ère, de nouvelles méthodes et d'abord en termes de nouveaux gouvernements, parce que sur le casting aussi, là il y a un vrai sujet et on se demande ce qui va bien pouvoir nous inventer le président réélu. Yoji, en route vers la présidentielle. On va marquer une courte pause. David, Laetitia, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Nous serons en compagnie de Pascal Zunchen. On verra avec elle comment ce scrutin français a été vécu en Israël. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite.